Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à tous. Voilà, il est 15h10. Je vous propose qu'on commence pour être à l'heure. Merci d'être là. Donc, on accueille aujourd'hui, donc tout de suite à ma gauche, donc nécessairement à votre droite, Marion Gestin, qui est design leader chez WinePoint. Vous avez ensuite François Pitty, qui est directeur prospective et marketing stratégique de Bouygues Construction. Vous avez ensuite Monsieur Kinder Olivier, qui est directeur général de Boule Promotion et président de la FPI Grand Est. Et à ma droite, Lydia Zerouki, qui est déléguée générale de la SBA. Voilà, donc je vais laisser chacun, en commençant peut-être par Marion, décliner un petit peu effectivement son poste et dans quel cadre il participe à cette table ronde. Qui a vocation à expliquer comment on intègre mieux aujourd'hui les usagers dans les projets immobiliers ou dans quelle mesure on tente de les intégrer. Je vous en prie, Marion. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'introduction. Merci pour votre accueil aussi sur ce joli événement. Donc moi, je suis designer de formation, même designer industriel, on va dire, de formation. Et j'occupe aujourd'hui un poste qu'on appelle leader chez WinePoint. Donc WinePoint est un cabinet de conseil en stratégie digitale notamment et en transformation des organisations. Et je fais partie d'une petite équipe d'une centaine de personnes qui s'appelle Innovative Strategy, qui en fait accompagne des clients sur toute la partie design de leurs nouvelles offres et de nouveaux services et dans la performance de ces offres et de ces nouveaux services. Donc j'ai une approche très très globale du design. Je suis pas spécialiste nécessairement que du digital, même si c'est un pendant. Et j'accompagne depuis maintenant une dizaine d'années des projets, notamment immobiliers, sur la phase d'AMU, donc la phase d'assistance à maîtrise d'usage, qui précède finalement et qui chevauche forcément la phase de maîtrise d'ouvrage. Donc je fais de l'animation d'intelligence collective et de la concertation avec notamment les parties prenantes, notamment les usagers. Une approche méthodologique donc, hein ? Oui, plutôt méthodologique, un appui même méthodologique pour accélérer et faciliter, fluidifier aussi les dialogues sur ces moments qui sont pas forcément toujours faciles, puisque c'est des moments d'orientation nécessairement stratégiques aussi pour un projet qui naîtra que quelques années plus tard. Et donc c'est très important de se projeter. Alors, je pense qu'on va en parler avec la prospective notamment, mais c'est très important d'arriver à se projeter dans les usages futurs et aussi dans les impacts que vont générer les décisions qu'on prend en fort amont de projet. Je vous en prie, François. Oui, bonjour à tous. Donc François Pitty, j'anime les équipes prospective et marketing stratégique, un peu long à prononcer, Bouygues Construction. Et c'est une fonction en fait qui a été une équipe qui a été créée il y a quelques années et justement qui partait du constat qu'il y avait nécessité pour des espaces qui avaient vocation à durer quelques décennies, essayer modestement, puisque ces usages évoluent, mais essayer de se projeter sur les rapports effectivement entre les uns et les autres, les interactions, les évolutions possibles de ces murs, de ces espaces, les matériaux et la dimension aussi qualitative, le rapport à l'éducation dans les universités, les pédagogies, les évolutions aussi dans les systèmes de santé, comment ça peut faire évoluer un certain nombre d'espaces si on prend les structures hospitalières. Donc on est parti vraiment à tâtons, on a lancé cette petite équipe qui travaille beaucoup avec des professionnels, des urbanistes, des sociologues, des spécialistes de la santé, de l'éducation, on en parlait des bureaux, avec les équipes opérationnelles, parce qu'il y a une volonté de s'ancrer dans les projets réels, de ne pas être non plus dans la stratosphère. Donc on veut essayer de prendre un peu de champ, mais aussi de s'ancrer dans la réalité opérationnelle. Et puis une dimension aussi internationale qui permet de regarder aussi des bonnes pratiques dans les différents domaines. Donc elle a
effectivement beaucoup évolué ces dernières années vers un peu plus de champ de créativité, j'allais dire plus de latitude, et paradoxalement aussi beaucoup plus d'implication par rapport à votre question sur les projets immobiliers avec un certain nombre de nos filiales. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Kinder, le directeur général de Boule Promotion, qui est un promoteur régional, familial, basé à Rosheim, mais qui a la particularité à l'heure actuelle d'être un promoteur, ce qu'on appelle un promoteur intégré, un groupe intégré. Donc en fait, maintenant, on réalise tout l'acte de bâtir de A à Z avec des filiales. On a un pôle travaux, le promoteur que je représente, des agences de commercialisation, un bureau d'études, voilà. Pendant de nombreuses années, j'ai exercé cette activité dans un grand groupe national. Et puis, l'intégration à ce promoteur régional avait également comme but de modifier un peu notre façon de procéder et d'intégrer de plus en plus maintenant l'usager dans les programmes immobiliers. Et ça a été fait au travers d'une première expérience sur Strasbourg qui s'appelait Futur Composé. Et en fait, c'est une opération de co-conception immobilière, une forme d'habitat participatif. Donc j'en dirai un peu plus tout à l'heure, mais c'est cette nouvelle façon de procéder qu'on souhaite développer de plus en plus au détriment de la promotion immobilière standard ou classique. Et je suis également président de la Fédération des promoteurs immobiliers pour le Grand Est. Merci. Bonjour à tous. Lydia Zerouki, déléguée générale de la Smart Buildings Alliance. Donc en fait, la Smart Buildings Alliance est une association qui existe depuis 10 ans déjà, mais qui commence à mieux se faire connaître depuis 4-5 ans maintenant. C'est plus de 450 membres avec toute la chaîne de valeur du bâtiment, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les bureaux d'études, les installateurs, les intégrateurs, des organisations professionnelles telles que le pôle Fibre Énergie Vie, des pôles de compétitivité tels que le pôle Fibre Énergie Vie, des organisations professionnelles, des écoles, des universités. Donc, nous faisons la promotion du digital dans le bâti pour favoriser la transition énergétique et environnementale, et puis pour que ce soit au service notamment du citoyen, des entreprises et des territoires. Comment nous fonctionnons? Donc, on a un certain nombre de membres qui payent des cotisations. On vit quasiment exclusivement de nos cotisations, et ça leur permet ensuite de travailler sur des groupes de travail qui produisent des livres blancs, des méthodologies, des petits livrets d'une 20aine de pages qui ont pour objectif de sensibiliser, d'informer, de se tenir au courant sur l'état de l'art. Donc, autour de la table, on a des experts, mais pas seulement. On a aussi des personnes qui souhaitent avoir de l'information. Et tout ça sert à alimenter un cadre de référence qui s'appelle Ready to Service, qui est ensuite transformé en label, et ça permet de labelliser des immeubles dans leur intégralité. Donc on a 2 partenaires de certification qui sont Certivia, une filiale du CSTB pour la partie tertiaire, et Bureau Veritas pour la partie résidentielle. Alors, un de nos groupes de travail s'intitule Place de l'usager. Il a été créé au sein de la région Grand Est avec le fort soutien du pôle Fibre Énergie Vie, qui nous a accompagnés sur un premier ouvrage, d'abord avec un étudiant en thèse dans le domaine de la sociologie. Et ce premier ouvrage a été suivi d'un deuxième ouvrage avec une étudiante en master dans le domaine de l'architecture. Et c'est aussi pour vous en parler aujourd'hui que je suis là. Alors, je vous remercie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse faire part de son petit truc, son outil, sa méthodo, pour que chacun de vous puissiez repartir avec des idées à mettre en place, justement, pour mieux intégrer les usagers dans les projets immobiliers, si tant est que ça soit votre activité. Donc, en préparant la table ronde, forcément, le sujet, comment mieux intégrer les usagers dans les projets immobiliers, ça veut dire en creux que on les a pas beaucoup forcément concertés jusque-là. Et donc, en intro, on peut se dire finalement, pourquoi est-ce qu'on les a pas intégrés ou aussi bien intégrés qu'on aurait dû le faire? Donc, en se penchant sur le sujet,
Finalement, il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est que les processus conventionnels de fabrication de la ville ont beaucoup de difficultés à intégrer véritablement l'usager, parce que pendant très longtemps, la ville, elle s'est développée exclusivement, enfin quasiment, sur des espaces libres hors les murs, là où il n'y avait pas vraiment d'usager, donc pas vraiment d'intérêt de le concerter. Et puis aussi parce que depuis plus d'un demi-siècle, il y a quand même des tergiversations et des problèmes d'équilibre entre les projections économétriques d'un côté et la représentation technico-politique de l'autre, donc en plus clair entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, qui ont souvent des difficultés à avoir des mêmes lunettes. À ça, on ajoute les crises sanitaires et la crise climatique. Donc la crise sanitaire, on voit qu'il y a des nouvelles demandes, celles de logements plus spacieux, multi-usages, des bâtiments connectés qui facilitent le télétravail, une demande donc qui mute avec la gestion numérique de l'habitat, et puis la crise climatique avec la nécessaire antifragilité aujourd'hui qu'on connaît des logements, où les investisseurs portent aussi un regard qui est différent, et la préservation de nos espaces avec évidemment la zéro artificialisation nette des sols, aujourd'hui la ZAN, où la ville doit s'imaginer se renouveler sur elle-même. Donc la deuxième raison aussi, et vous la connaissez sans faire de langue de bois, c'est que depuis très longtemps, il y a une devise simple dans l'aménagement de la ville, c'est construire vite, beaucoup et pour pas cher. Donc comme il y a une grosse distorsion entre l'offre et la demande, finalement l'amélioration du confort de vie n'a jamais été un driver dans la construction de logements. Et puis à ça s'ajoute, et j'en terminerai par là, des villes qui, pour beaucoup, sont constituées à 80% de parcs extrêmement vieillissants qui datent des années 50, donc avec un confort de vie, évidemment, qui diminue d'année en année, de décennie en décennie, qui amène des chiffres aujourd'hui qui sont alarmants. 77% des personnes interrogées estiment avoir des conditions de vie de plus en plus rudes. Ça provient d'un baromètre de la transformation écologique réalisé par ILAB pour le compte de Veolia il y a quelques jours à peine. Près d'un Européen sur deux est contraint d'économiser sur l'alimentation et sur la santé afin d'offrir des conditions de vie à leurs enfants, selon la dernière étude Ipsos pour le Secours populaire en France. Et puis une étude qui nous provient de l'IDHEAL de l'hiver dernier, qui nous faisait savoir qu'après avoir passé au crible plus de 1700 appartements dans 17 communes, eh bien le confort en fait se dégrade, la qualité du logement francilien, donc c'était à l'échelle de l'Île-de-France, se dégradait. Et l'étude ne portait pas sur la qualité technique, mais bien sur le confort, les critères descriptifs comme la taille du logement, le nombre de pièces, les critères de performance sur les usages, comme le périmètre meublable. Donc voilà, on était vraiment sur ces critères-là. Donc tous ces développements engendrent aujourd'hui une nouvelle façon de concevoir le bâtiment et d'adapter à différentes innovations technologiques pour répondre à la demande et aux usages, aux urgences climatiques. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se demande la place de l'usager dans le processus de conception et sa valeur ajoutée. Il est évident qu'il faut aujourd'hui l'intégrer. Et donc la question maintenant, c'est le comment. Et c'est là où nos intervenants vont pouvoir y répondre, puisque vous avez à la fois, vous l'avez vu, des démarches méthodologiques, mais aussi des services. On va peut-être commencer par vous, Lydia, sur cet outil. Ce que sais-je finalement ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut se dire repartir avec ce livre blanc et des trucs et astuces pour remettre l'usager justement au cœur du réacteur de la conception et construction de logements? Alors déjà, il faut qu'il y ait une prise de conscience, notamment de l'AMO, puisque c'est quand même eux qui sont à la manœuvre pour justement prendre en considération cet usager avant même que l'ouvrage soit construit, pendant toute cette phase de construction et bien entendu après. Voilà. Donc aujourd'hui, le citoyen lambda est beaucoup plus conscient des enjeux climatiques, environnementaux, et
il a aussi plus de connaissances au niveau du numérique. Et toutes ces avancées technologiques font qu'on peut se permettre d'avoir cette réflexion, ce qui n'aurait peut-être pas été possible il y a 20 ou 30 ans en arrière. Ça veut dire que ce qui a préfiguré en fait votre réflexion, c'est le fait de se dire aujourd'hui on a une techno à disposition qui pourrait upgrader le produit. Alors, bien entendu, ça y contribue énormément, mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'événements. Vous avez évoqué tout à l'heure la sobriété énergétique, mais il y a aussi le Covid qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus en télétravail, qu'il y a un certain nombre d'espaces qui se libèrent, et peut-être que ces espaces peuvent être optimisés, utilisés différemment, plutôt que de créer toujours de nouveaux espaces et d'étaler de plus en plus les immeubles, la ville. Donc, voilà, il y a une nécessité de repenser tous les usages qui vont bien. Alors, je crois que vous avez, vous le disiez, réalisé une enquête. Quels sont les résultats concrets de cette enquête? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en exergue? Alors, on a mis en exergue le fait que il y avait un dimensionnement qui n'était pas malheureusement le bon. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que soit on surprogramme et dans ce cas-là, le projet ne rencontre pas le marché, c'est-à-dire qu'on va penser à tout un tas d'utilisations qui dans les faits ne seront jamais utilisées par qui que ce soit. Ou bien, c'est l'inverse, on sous-programme et dans ce cas-là, le marché ne rencontre pas le projet. C'est-à-dire que finalement, on va avoir des besoins et il va y avoir une certaine insatisfaction par l'usager puisqu'il va falloir trouver des solutions de contournement. Voilà, donc ça va s'avérer être un échec. D'accord, très bien. Du coup, François, vous, quel est votre regard? Parce qu'effectivement, là, on voit bien comment est-ce que ce livre blanc et l'effort de la SBA permet de remettre l'usager dans les différentes phases de jeu, notamment des décisions qui sont proposées. Vous, quelle a été votre approche? Est-ce que vous pensez que c'est une méthodologie? Est-ce que vous pensez que c'est un service que vous rendez à la collectivité? Voilà, expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez. Alors, en fait, notre métier a beaucoup évolué. Si on prend il y a 15 ans, Bouygues Construction était essentiellement, d'ailleurs le nom le dit, dans la construction avec des impératifs, des objectifs en termes de coût, délai, qualité, budget, évidemment. C'est toujours le cas, je vous rassure. Mais effectivement, on a été sollicité de manière croissante dans la conception, dans le développement immobilier, dans la réflexion de design, dans l'ingénierie et dans ce qui se passait dans la boîte, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire les usages. Parce qu'effectivement, ça vient d'être évoqué en termes de sous-utilisation, de surutilisation, c'est-à-dire comment l'offre d'espace rencontre la demande de services, qu'elle soit hospitalière, dans les bureaux, en termes d'éducation, c'est vraiment de l'offre et de la demande. Ces deux dynamiques la dynamique de demande est très évolutive. Et l'offre est plus statique, puisqu'un bâtiment est plus statique. Donc la question qui s'est posée à nous, c'est avec l'évolution de nos métiers beaucoup plus en amont, de se dire comment est-ce qu'on peut essayer, alors sans avoir non plus de boule de cristal malheureusement, mais d'essayer d'être plus pertinent dans cette adéquation entre les espaces. Alors à la fois l'utilisation des espaces, mais aussi le confort d'usage, de manière à ce que les bâtiments ne soient plus utilisés, comme c'est souvent le cas dans le tertiaire, entre 20 et 30% du temps, si en moyenne sur 9h, 20h, mais plus de 30-35%. Avec un double effet sur le carbone, puisqu'il y a évidemment, c'est un des points saillants de ce symposium, de ces 2 journées sur le bas carbone, c'est que les usages qui ont été historiquement assez décorrélés en fait de l'approche bas carbone sont complètement liés, puisqu'évidemment, si on va construire un bâtiment vide au milieu d'un désert, il peut être extrêmement bas carbone, mais ce ne sera pas très vertueux si on l'utilise une fois par an. Et si à côté, on a un bâtiment qui a peut-être une empreinte carbone 40% supérieure, mais qui est utilisé 300 jours par an, il est 100 fois plus vertueux au niveau du carbone. Donc il y a cette ironie, c'est qu'on a eu historiquement une approche, nous compris, qui est plutôt sur l'approche hors usager, alors qu'on ne peut pas, il faut complètement l'imbriquer. Donc, oui.
Donc, je comprends que alors, quand vous parlez de boîte, je comprends contenant-contenu. Donc, l'appropriation du contenu arrive après s'être occupé du contenant. Mais du coup, donc c'est ça la maîtrise d'usage ? Alors, nous, en fait, on a eu un bref échange sur ce point. Alors, sur le terme maîtrise, je ne suis pas complètement à l'aise avec le fait de maîtriser les usages, parce qu'il n'y a pas d'effet coercitif. On ne veut surtout pas, je sais que c'est beaucoup utilisé, obliger les gens à aller venir dans certains couloirs ou dans les contraintes. Par contre, ce qu'on veut, c'est plutôt les attirer, donner envie. Et c'est là où nos métiers ont beaucoup évolué. Vous parlez de méthodologie. Alors oui, il y a des formes méthodologiques parce que chaque bâtiment est différent. Donc, on essaie effectivement avec des parties prenantes sous forme de concertation. Je vais écouter avec beaucoup d'intérêt effectivement les uns et les autres en termes de méthodologie. Pour nous, c'est assez récent. C'était alors de manière assez ironique, c'était à Strasbourg. En fait, il y a eu le premier projet. Donc, en arrivant ici à pied, il y avait l'immeuble, le quartier Wacken. C'est là où, pour la première fois, on a essayé d'avoir une approche de concertation, de jeu de rôle, pour essayer de se mettre à la place des usagers. Est-ce que je peux vous demander comment elle vous est venue, cette idée de changer un petit peu d'angle de vue ? D'où ça vient ? Alors, et ça m'est revenu, en fait, c'est ce projet donc à Strasbourg, vraiment ironie de l'histoire. Il y a 5 ans, l'équipe de développement immobilier passait l'après-midi à essayer de regarder un peu la programmation avec des méthodologies assez classiques. On n'y arrivait pas. Et donc, on a essayé de se mettre à la place on a fait un brainstorming, ce qui ne marchait pas du tout non plus. Qu'est-ce que vous n'arriviez pas à faire ? À se mettre à la place du maire, des usagers, des habitants, à la fois de Wacken, qui n'est pas très loin d'ici, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant de hors les murs. Non, on n'est plus hors les murs, à Strasbourg comme ailleurs. Il y a aussi des résidents, des voisins. Essayer d'imaginer des parties prenantes. Et ce qu'on a fait cet après-midi-là, c'est très mal commencé, mais à la fin, ça finit par aboutir au bout de 3 heures. C'est des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'on a eu une maire de Strasbourg parmi l'équipe, on a eu un représentant associatif, on a eu un étudiant qui n'était pas un étudiant, qui avait 50 ans, mais qui a joué le rôle d'un étudiant. Et donc, on a commencé pour la première fois à faire ce jeu de rôle. Très itératif, ça allait nulle part, mais à la fin, comme par magie, on a commencé pour la première fois, donc c'était vraiment expérimental, à se dire tiens, on commence à se mettre à la place de. Et depuis, donc ce projet, on a été heureux attributaire d'ailleurs, et on en a fait une 40aine depuis, avec cette méthodologie qu'on a essayé d'améliorer au fil des ans. Bravo. Marion, quel est votre regard justement sur le sujet ? Parce que vous êtes, j'allais dire, l'experte maîtrise d'usage. Vous allez justement accompagner les organisations à se transformer. En matière évidemment immobilière, vous avez pas mal de groupes qui travaillent avec vous. Comment vous les aidez justement à changer un peu de paradigme ? Et comment vous leur faites comprendre que c'est la voie ? On a une approche un peu comme des poupées russes. On arrive sur du jeu de rôle à un moment donné, effectivement. Mais avant d'aller faire du jeu de rôle, on justifie, en fait, si je rétropédale, puisque c'est un peu l'aboutissement d'un des derniers outils qu'on va utiliser un peu comme un artefact pour faire jaillir un peu du débat et finalement réussir à aligner, en fait, les parties prenantes sur le fil rouge de programmation, notamment en termes d'usage sur un bâtiment ou sur un programme. Avant de faire ça, il va falloir qu'on étudie un petit peu qui sont ces personas, finalement, parce qu'on appelle ça comme ça. Hein, c'est une technique qui est issue des sciences de la sociologie et de l'ethnographie. Hein, donc, le design s'en est beaucoup approprié, mais je pense que le marketing aussi. Hein. Et effectivement, donc ça va demander à ce que si je rétropédale encore méthodologiquement, on aille quand même rencontrer les acteurs du terrain actuels. Et puis, si on se base sur, je reprends encore une poupée russe en arrière, si on se base encore sur la partie prospective, c'est-à-dire qu'on est sur un bâtiment qui va sortir de terre, admettons, dans 5 ou 10 ans, et ben on va aller rencontrer peut-être des gens aussi qui étaient des traceurs d'il y a 5 ou 10 ans pour aller comprendre comment se sont comportés les gens. Est-ce que c'est des traits historiques et tendanciels ?
ou est-ce que ce sont finalement des comportements qui peuvent être politiques par ailleurs, hein, donc des politiques publiques. Il y en a qui s'inscrivent dans le temps long et puis d'autres dans des temps beaucoup plus courts. Et en fait, comme on part de cette étude un peu des tendances prospectives du territoire, où on fait aussi des micro-diagnostics territoriaux pour comprendre quels sont, au-delà même des usages du bâtiment, quels sont les usages connexes auxquels justement il va falloir connecter ce bâtiment, parce que ces usagers-là, les futurs occupants, ils ne sont pas forcément résidents, c'est pas toujours des logements, et puis ce ne sont pas forcément ceux qui vont acheter en plus. On a de plus en plus d'investissements immobiliers sur les parts d'un des acteurs qu'on accompagne beaucoup là depuis plus de 5 ans. Ça représente 70% de ces parts de vente pour des investissements immobiliers. Donc c'est des gens, si on va les questionner, ils n'auront pas du tout la même approche non plus que les futurs locataires de ces propriétaires. Parce qu'ils sont bailleurs, donc du coup c'est pas la même chose. Donc on va rencontrer tout ce petit monde. On va essayer de comprendre quels sont donc les facteurs de changement sur lesquels il faut surfer. Parce que ce sont des tendances tellement lourdes, parfois réglementaires aussi, ou rupturistes, qui nous font changer de paradigme, ou en tout cas qui peuvent nous faire changer de paradigme. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.